Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce cinquième et dernier webinaire, au moins pour l'instant, au sujet de la révolution des réunions en ligne. On appelle ça la Virtual Meeting Revolution en anglais. Euh, on va révolutionner les réunions en ligne en français et on en a bien besoin. Sur les 4 webinaires qui ont précédé celui-ci, nous avons vu, nous avons également écouté vos commentaires, vos feedbacks, en effet, sur les différents webinaires, sur les différentes réunions en ligne auxquelles vous avez pu assister dernièrement. Et on voit qu'il y en a quand même beaucoup qui ont besoin d'un petit coup de main. Et parfois, on les fait à la va-vite et on ne les anime pas comme il faut. Jusqu'ici, nous avons fait donc 4 webinaires. Je vais faire un résumé rapide, tout d'abord pour ceux qui n'ont pas pu suivre les webinaires précédents, que vous pouvez suivre tous sur notre chaîne YouTube. Il y a le replay sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, par la suite de notre webinaire aujourd'hui, Camille enverra à tous les participants inscrits le lien vers le playlist, la liste de lecture, pour avoir tous ces webinaires en entier. Ainsi, vous allez pouvoir avoir le direct, mais vous allez avoir également les documents, parce que nous avons partagé pour chaque webinaire un article sur notre site web qui résume les éléments clés. Et aujourd'hui ne sera pas une exception. Donc, vous allez pouvoir trouver sur ideasonstage.fr un article qui va résumer les points clés que je vais expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas encore là, ce sera là demain. Donc ainsi, on essaie de vous donner quelque chose qui est utile maintenant, qui est agréable maintenant, mais également quelque chose qui va être utile par la suite. Juste pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu les webinaires jusqu'ici, je vais rapidement résumer les 5 étapes de préparation d'une réunion en ligne réussie. Ça commence avec l'étape de fondation. Si on essaie de créer un bâtiment, de construire un bâtiment, on a besoin d'une fondation très, très solide. Si on ne construit pas sur une fondation solide, ça va s'effondrer. Pareil pour une réunion, on a besoin de commencer par une fondation forte, ce qui fait qu'on travaille sur le triangle entre le contexte, les objectifs et les participants. S'il n'y a pas de cohérence entre le contexte qui explique pourquoi on a besoin d'une réunion, les objectifs de cette réunion et les participants que vous choisissez d'inviter, alors là, malheureusement, ce n'est pas une fondation solide. Donc, on a besoin d'avoir ceci, c'est très important. Deuxième élément alors, maintenant qu'on a une fondation solide, on a un bon COP, le contexte objectif participant, nous allons pouvoir trouver toutes les idées, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans la réunion, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la réunion, qui va dire quoi à quel moment, pas de l'ordre du jour encore, mais quels sont les éléments, les ingrédients de la réunion. Entre, il peut y avoir des présentations, mais on ne va pas mettre trop de présentations parce qu'il ne faut pas polluer une réunion par des présentations superflues. On va rajouter du brainstorming, des débats, des contributions individuelles, de la co-création, de la lecture tranquille, par exemple. Parfois, ça aide énormément dans une réunion. Donc, on va imaginer tous les ingrédients nécessaires. Ensuite, on va les assembler dans un genre de trame, un genre d'ordre du jour pour la réunion qui devrait nous aider à atteindre les objectifs qu'on a établis dans la phase de fondation. Ensuite, nous avons la phase d'illustration. L'illustration, c'est là où, si on a besoin de documents, si on a besoin de slides, de diapos pour la réunion, on les crée en respectant certaines règles. Et ensuite, nous avons la phase de connexion. Ça, c'est là où on réussit la réunion elle-même. Donc, tout ce qui était jusque-là, c'était la préparation. Là, maintenant, c'est l'exécution. Et on appelle ça la phase de connexion parce qu'on essaie vraiment de créer une connexion avec les gens autant que possible. Et ces 5 étapes correspondent à 5 révolutions. C'est pour ça qu'on appelle notre cours la révolution des réunions en ligne. Il y a ces 5 révolutions qui correspondent chacune à une des étapes. Donc, dans l'étape de fondation, on tente d'aligner l'objectif et les participants. Fini les réunions où il y a trop de participants superflus qui sont seulement là parce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe, ils n'ont pas envie d'être en dehors de la boucle, ils n'ont pas envie
de ne pas savoir ce qui a été décidé, même s'ils ne sont pas décideurs, ils ne sont pas contributeurs, mais ils ne veulent pas simplement être à côté de la plaque. On finit avec ça parce qu'on va envoyer un compte-rendu, même à ceux qui n'ont pas participé à la réunion, mais à ceux qui peuvent être intéressés par le résultat. Ensuite, la phase d'idéation, on ne pollue pas les réunions avec des présentations superflues. Si on peut privilégier l'échange, tant mieux. Dans un webinaire, c'est un peu moins facile, mais on fait de notre mieux. Dans la phase de création, on va surtout rechercher l'attention et l'interaction. L'attention, parce que c'est très difficile d'avoir l'attention des gens lorsqu'on ne les voit pas, comme je ne vous vois pas aujourd'hui. Il faut vraiment travailler pour mériter cette attention. Ce n'est pas à eux de faire un effort pour vous faire attention, c'est à l'organisateur, à l'animateur de la réunion et à tous les contributeurs de faire en sorte de mériter leur attention à tout moment. Et privilégier l'interaction autant que possible, autant que les limitations peuvent nous permettre de le faire, ça va vraiment aider les gens à faire attention. Ensuite, dans la phase d'illustration, on utilise des documents pour l'information, des slides pour l'attention. Donc, si on a des informations à partager, on va les faire dans des documents et ce sera à l'animateur, c'est le sujet d'aujourd'hui, ce sera à l'animateur de préparer ces documents. Et puis, il y a les slides qu'on va utiliser pour attirer et pour diriger l'attention. Donc, on a vu dans l'un des webinaires précédents, nous avons vu que les slides, on peut les utiliser pour choquer, pour attirer l'attention, mais on peut également les utiliser juste pour expliquer, voilà, on a été sur, voilà, 4 points, nous sommes là pour l'instant, juste pour diriger un peu l'attention des participants. On le fait plus en ligne que ce que l'on ferait dans une salle de réunion, mais toujours sans bullet point. Et puis dans la phase de connexion, et c'est ce qui nous anime aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'animer une réunion avant, pendant et après. Et ce qu'on va voir aujourd'hui en regardant cette phase de connexion, c'est qu'on va vraiment s'attaquer à cette révolution-là. Parce que cette révolution est absolument clé. Les réunions en ligne, on ne participe pas sans avoir un animateur. Ça devient extrêmement important. D'une part, à cause des contraintes techniques qui font que celui qui présente ne voit pas nécessairement ce qui se passe dans le clavardage, ne voit pas nécessairement les difficultés, a du mal à répondre à quelqu'un qui dit « Ah, j'ai du mal à entendre », etc. On ne peut pas tout faire. Donc l'animateur, l'animatrice, idéalement, n'est pas nécessairement la personne qui va faire toutes les présentations ou contributions. Donc on a vraiment une distinction des rôles entre les contributeurs et les animateurs. Donc, avant, c'est tout ce qu'on a vu en préparation. Pendant, voilà le rôle pendant la réunion. Et puis, il y a également le rôle après la réunion. Donc, on va regarder tout ça. On va commencer avec avant. Mais avant ceci, on a besoin d'avoir une analogie. Cette analogie que j'adore pour l'animateur, c'est plutôt le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre ne fait pas de bruit. Ça fait beaucoup de mouvements, mais ça ne fait pas de bruit. Ce sont les musiciens qui font, je ne vais pas dire le bruit, qui font leur musique, qui font le son. Comme les contributeurs et ceux qui donnent un avis et les décideurs dans une réunion vont surtout parler un maximum. L'animateur, idéalement, n'est pas celui ou celle qui va parler le plus. C'est celui ou celle qui fait en sorte de donner la parole à tout le monde et de faire en sorte de réussir les objectifs de la réunion. Un orchestre sans chef d'orchestre, c'est très vite une cacophonie. Beaucoup de musiciens, sans doute très talentueux, mais ici, ils ne sont pas dirigés. Ils vont tous jouer en même temps, mais pas comme il faut. Comme dans une réunion, tout le monde va parler en même temps, sans couper le micro quand il faut. Il y aura du bruit de fond, il y aurait des bébés derrière, des chats qui miaulent, des chiens qui aboient, des maris qui aboient parfois aussi. Et on va trouver que la qualité du son pour tout le monde et l'expérience pour tout le monde sera très dégradée. Donc l'animateur est absolument clé pour réussir les objectifs de la réunion. Et donc, ça commence avant. Donc, je vais aborder 4 points avant la réunion: la technologie, la participation, les documents et les slides.
il n'y a pas de, comme on dit en anglais, rocket science, ce n'est pas une science astrophysique dont je vous parle, ça devrait être une évidence. Malheureusement, trop souvent, c'est oublié ou juste, bah, on n'a pas le temps, donc on ne le fait pas. On n'a pas besoin de beaucoup de temps, mais il faut vraiment réussir cette étape. Ça commence avec la technologie. Donc la technologie, c'est quelle technologie va-t-on utiliser pour la réunion virtuelle? Est-ce qu'on va utiliser Zoom? Est-ce qu'on va utiliser un Microsoft Teams? Est-ce qu'on va utiliser Google Meet? Est-ce qu'on va utiliser Livestorm? Est-ce qu'on va utiliser une solution interne? Il y en a beaucoup. Donc, mon collègue Pierre a parlé lors du dernier webinaire la semaine dernière de plusieurs différents outils. Ils se valent. C'est une question de quel outil correspond plus facilement pour vos participants, qu'est-ce qui est permis par vos informaticiens. On a vu que certaines sociétés ont décidé que Zoom, il ne faudrait pas l'utiliser, au moins pour l'instant. Je pense qu'ils ont fait certaines améliorations qui vont faire que je pense que ça va être à nouveau approuvé bientôt par beaucoup d'entreprises. Mais pour diffuser quelque chose comme je le fais aujourd'hui sur YouTube, Zoom, c'est juste très, très facile et très performant. Donc, choisissez la technologie, mais aussi, lorsque vous organisez la réunion, vous avez besoin d'utiliser tous les paramètres comme il faut. Par exemple, pour cette réunion aujourd'hui, lorsqu'on a créé la réunion, on a vérifié que les micros de tout le monde seront coupés au début. Il y a certains paramètres qu'on a besoin d'aborder et il est important de les maîtriser. Donc, ça, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Il y a beaucoup d'aides en ligne. En principe, ce n'est pas forcément très compliqué, mais il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte et il convient de passer un peu de temps pour les apprendre, pour voir ce que vous allez pouvoir faire dans les réunions. Par exemple, en Zoom, il y a la possibilité d'utiliser des salles de sous-com, les breakout rooms, où aujourd'hui, bah, ce matin, j'ai fait par exemple un cours de formation en ligne pour la révolution des réunions. Et contrairement à ces webinaires où c'est quand même assez descendant, parce que là, je parle à pas mal de personnes, là, j'avais 8 participants et donc, j'ai pu les scinder en 2 salles, donc des salles Zoom virtuelles pendant 10 minutes pour faire un exercice dans leur groupe. Et puis après, je les fais revenir dans la salle principale. C'est très, très bien. C'est possible dans Zoom. C'est pas possible dans toutes les technologies. Donc, choisissez la technologie qui convient le plus facilement pour votre organisation, pour votre réunion. Ensuite, c'est la participation. Il ne s'agit pas simplement d'inviter les personnes. Tout d'abord, il faut choisir qui inviter. C'est la phase de fondation, l'adéquation entre les objectifs et les participants compte tenu du contexte, et le COP, contexte, objectif, participant. Donc, qui doit participer? Donc, il s'agit ici de faire en sorte que ceux qui ont besoin de participer pour la réussite de vos objectifs, qu'ils sachent que la réunion est importante. La plupart de mes clients sont des présidents, des vice-présidents, c'est quand même souvent des membres de comités de direction. Ce sont des personnes qui ont des agendas de ministres, qui sont très chargés. Je ne sais pas combien de fois, je suis à la fin d'une réunion avec eux et on se dit, bon, on a besoin de trouver un nouveau créneau pour la semaine prochaine ou autre. Ils regardent leur agenda, il n'y a pas de trou. Donc, ils regardent les réunions et se disent, ah, ça, je peux sauter, ça, ils n'ont pas besoin de moi, ok, ouais, donc. Et donc, ils sèchent des réunions ou ils décident de ne pas participer à des réunions pour pouvoir trouver du temps pour avoir une réunion avec moi. Moi, je le trouve très bien. Moi, j'apprécie beaucoup et c'est très bien qu'ils mettent les priorités exactement là où il faut. Mais si j'étais quelqu'un qui avait organisé ces réunions-là, auxquelles le président ne participe pas, je me sentirais peut-être pas très bien. Donc, il est très important, si vous avez besoin que quelqu'un participe, que cette personne sache non seulement qu'ils ont reçu une invitation, mais que leur participation est clé parce que. Et ainsi de les rappeler, de faire en sorte qu'ils comprennent que ça, c'est une réunion qu'ils ne peuvent pas sécher, qu'ils ne peuvent pas rater ou déprioriser. Il s'agit également de faire en sorte que les personnes superflues ne participent pas. Ça semble un peu étrange. Qu'est-ce que ça nous coûte d'avoir 2-3 personnes en plus? Ça coûte leur productivité d'abord, mais aussi une réunion à 3 ou 4 va être beaucoup plus efficace qu'une réunion à 6 ou à 7. Donc,
Moins vous avez de personnes, plus la réunion va être efficace, peut-être plus elle sera courte. C'est pas la peine d'avoir des personnes qui sont là juste pour montrer qu'ils existent ou pour rester dans la boucle. Donc, les personnes qui n'ont pas besoin d'être là, vous pouvez très bien leur expliquer, on va faire cette réunion-là, on vous enverra le compte rendu par la suite, ainsi vous allez savoir ce qui a été décidé, etc. Et si eux, ils disent, ah non, j'ai vraiment besoin d'être là, j'ai besoin de contribuer, j'ai besoin de donner mon avis, à ce moment-là, s'ils arrivent à vous convaincre, très bien, vous les invitez. Mais au moins, ils vont se sentir respectés que vous leur avez parlé en amont de la réunion et que vous leur avez donné la possibilité de ne pas être là tout en restant dans la boucle. C'est pour ça que le compte rendu est très important et je vais revenir là-dessus par la suite. Donc la participation, c'est faire en sorte que les personnes nécessaires sont là, que les personnes superflues n'ont pas besoin d'être là. Ensuite, on prépare en amont les documents nécessaires. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Pour une réunion d'équipe hebdomadaire où l'idée, c'est juste de prendre la température, de laisser tout le monde dire voilà ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine, etc. Voilà comment je vais, voilà comment vont mes enfants et tout. Peut-être pas besoin d'un document en amont, hein, peut-être même pas besoin de compte rendu par la suite. Si c'est une réunion de décision, alors là, ça devient quand même important d'avoir un document sur la base duquel ils peuvent prendre leurs décisions. Et donc, je me souviens quand j'étais chez HP, je devais faire des décisions sur des propositions et des contrats au niveau européen. On avait une réunion toutes les semaines où les commerciaux qui voulaient faire une proposition qui dépassait une certaine valeur de contrat, qui dépassait par exemple 5 millions d'euros, bah, moi, je devais être là pour examiner minutieusement ce qu'ils ont mis dans la proposition, d'avoir les avis des financiers, du légal, etc., afin de voir est-ce qu'on approuve ou non l'émission de cette proposition. Parce que si on les laisse émettre une proposition qui nous ferait perdre de l'argent, ça peut être extrêmement compromettant pour la société. Donc, il est important d'avoir des décisionnaires, ceux qui vont émettre des avis, etc. Et sachez qu'on ne va pas faire un avis simplement parce qu'un commercial il a dit dans une réunion, tiens, on a fait ceci, on a fait ça, est-ce que c'est bon? On a besoin de documents, on a besoin de preuves et ceux qui vont faire un avis, bah, ils vont quand même le faire en écrit également. Ce n'est pas toujours le cas que vous allez avoir besoin des documents comme ça, mais si vous voulez partager des informations, il faut le faire dans un format de document, il faut leur donner quelque chose à lire parce qu'on se souvient tellement mieux de ce que l'on lit tranquillement par rapport à ce que l'on entend. On oublie la plupart de ce qu'on entend très vite. Hein, c'est un spécialiste de la présentation qui vous le dit. Moi, j'adorerais si, par la présentation, je pourrais faire en sorte que magiquement, enfin, par magie, vous allez pouvoir vous souvenir de tout ce que tout ce que je vous dis, mais je sais que ce n'est pas possible. On capte beaucoup mieux les informations dans un document. C'est pour ça que, comme on a vu dans le premier webinaire, chez Amazon, Jeff Bezos a mis en place une situation, même dans toutes les réunions, pas seulement les réunions en ligne. Ça commence avec souvent une demi-heure de lecture. Tout le monde est en train, en début de réunion, de passer du temps tranquillement, silencieusement, à lire un document, un vrai document de 6 pages qui leur dit tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Ensuite, pas de présentation, ils discutent, ils prennent leurs décisions et puis ils partent. Et c'est tellement plus productif, c'est tellement plus efficace. Et souvent, les réunions, malgré ce temps de lecture au début, ça dure moins de temps que ça n'aurait duré avant ou sans cette période de lecture. Donc, les documents pour partager les informations sont très importants. C'est pour ça qu'en amont de cette réunion, j'ai rédigé, et Camille a traduit en français, parce que son français est quand même mieux que le mien, euh, j'ai rédigé un article qui résume les points clés de ce que je vous dis aujourd'hui. D'ailleurs, et ça c'est assez intéressant, j'ai préparé le document avant de préparer mon discours aujourd'hui, ma présentation d'aujourd'hui et surtout mes slides. Mes slides, je les ai fait beaucoup vraiment après avoir décidé quels étaient mes messages clés, quel sera le déroulé, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Mais j'ai fait le document en amont. Et en faisant le document, on se rend compte facilement de la structure d'une présentation qu'on doit faire par la suite. Par la suite, en effet, si besoin, et encore une fois, on n'a pas toujours besoin de slides, mais si besoin, là, on fait des slides et on ne fait pas n'importe quel slide, on ne les fait pas n'importe comment. Si
Et d'ailleurs, il y avait un webinaire pour ceux qui l'ont raté qui était complètement au sujet des slides, comment utiliser les slides dans les réunions en ligne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande très fort, ça va être très utile et on va vous envoyer le lien par la suite. Mais dans les slides, ce qu'il faut surtout éviter, c'est un slide qui ressemble à ça. Messieurs, dames, ça, c'est le genre de diapocument qui essaie d'être diapo d'une part et document d'autre part, qu'on ne peut plus faire. Ça va juste complètement endormir tout le monde. Et ceux qui voient le texte là, ils vont se dire, oh, il y a du texte à lire, je vais commencer à lire le texte. Et ils vont lire, ils vont continuer à lire, et jusqu'à la fin, ils vont arriver tout en bas de la page, et ils vont se dire, ok, bon, bah, ok, bien, bah, j'ai compris. Bah, maintenant, je vais faire attention à nouveau quand il avancera le slide. Et peut-être que vous allez passer 3-4 minutes sur ce slide-là, ils ne vont pas vous écouter, ils vont être en train de faire autre chose. Donc, du coup, si vous mettez tout ce texte-là, ça ne va vraiment pas vous aider à passer vos messages. Ça, c'est un crime. C'est un crime contre votre message, c'est un crime contre votre public parce qu'ils ne vont pas du tout apprécier. Ça ne va pas guider leur écoute, ça va les empêcher de vous écouter. Donc, arrêtez de faire des slides comme ça ne sert à rien. Ce n'est pas un bon document, c'est surtout pas un bon slide. Donc, un document, écrivez-le en Word en principe, c'est vraiment des paragraphes entiers. Les slides, faites en sorte que ce soit des slides simples, clairs, compréhensibles en 5 secondes et qui soutiennent votre message à l'oral sans polluer le message. Un bon slide donne envie d'écouter. Un mauvais slide comme celui-ci, ça vous empêche de nous écouter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant la réunion? Qu'est-ce que l'animateur a besoin de faire pendant la réunion? Je ne parle pas autant du contributeur. On a déjà eu un webinaire donné par mon collègue Michael Rickwood qui expliquait comment parler dans une réunion en ligne. Donc, je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Comment placer sa voix, varier la voix, ne pas avoir la voix monotone, etc. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Michael l'a déjà fait. Je vous recommande de regarder son clip qui est disponible sur YouTube. Là, je vais aborder ces 4 éléments, le temps, l'interaction, les objectifs et puis la conclusion. Vous voyez ici, nous avons un slide assez simple, il n'y a que 5 mots dessus, mais ça va vous aider à diriger votre attention, surtout lorsque je sélectionne le premier. En effet, nous avons notre petit logo là, nous avons de l'orange gras qui fait que, ah oui, il va parler du temps. Donc la gestion du temps dans une réunion, c'est nécessaire. Personne n'apprécie quand une réunion déborde. Il faut également que les réunions commencent à l'heure. Pour que les réunions commencent à l'heure, ça veut dire que les réunions précédentes ont besoin d'avoir terminé à l'heure. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 17. Excusez-moi, nous avons jusqu'à 17 heures. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 17 heures pour cette réunion. Et si on dépasse, certains d'entre vous vont être en retard pour votre réunion suivante. Même si on termine totalement, exactement à 17 heures, certains d'entre vous vont peut-être même être en retard parce que vous aurez besoin de faire une pause technique. Vous aurez besoin de souffler après 1 heure à écouter un mec dans une chemise orange. Vous aurez peut-être besoin de faire une pause technique, une pause clope, j'en sais rien. Donc, il est très important de terminer les réunions peut-être un petit peu avant l'heure prévue pour laisser les participants être à l'heure pour la réunion suivante. Donc, en début de réunion, il est très important de préciser qui va gérer le temps. Ce n'est pas nécessairement l'organisateur ou l'animateur principal de la réunion. On peut déléguer ce rôle à quelqu'un d'autre, mais il faut le faire explicitement et obtenir la permission, même tacite, de tous les participants pour expliquer que, en effet, cette personne-là va être le garant ou la garante du temps. Si jamais cette personne voit que nous sommes à risque de ne pas atteindre nos objectifs dans le temps imparti, cette personne va peut-être vous interrompre. Elle va peut-être vous dire, excusez-moi, attention, version visuelle d'un time-out, de dire, on a besoin de revenir sur le chemin, on a encore beaucoup de choses à faire, donc excusez-moi, mais on va devoir couper court, etc. Et si on obtient cette permission tacite en début de réunion, ça
permet à tout le monde d'être un petit peu moins froissé lorsque vous leur coupez la parole. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est Camille qui gère le temps. Donc si jamais je suis trop bavard, que je parle beaucoup trop et que je risque de dépasser le temps imparti, c'est clair que Camille ne se rechignera pas à m'interrompre, à me dire Phil, quand même, accélère un petit peu, hein, mets les boosters. Je pense que c'est plutôt bien, mais bon, hein, Camille, n'hésite pas si besoin. Donc la gestion du temps, c'est clé, c'est important pour tout le monde. Ensuite, l'interaction est nécessaire dans la plupart des réunions. L'interaction est très importante parce que ce n'est pas juste du descendant, sauf si c'est un webcast à ce moment-là, même pas. Mais même dans un webinaire comme aujourd'hui, on va vous donner la parole tout à l'heure, on va vous demander de nous poser des questions et d'ailleurs, c'est peut-être le bon moment pour vous rappeler, vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans le clavardage et je serai ravi d'y répondre vers la fin de ce webinaire. Et on va prendre ça en 2 fois. On va prendre un premier jeu de questions si vous en avez sur l'animation et le rôle de l'animateur d'une réunion. Et puis ensuite, comme c'est le dernier de nos webinaires, je vais également ouvrir la possibilité pour toute question sur les réunions en ligne et je tenterai d'y répondre, que ce soit sur la prise de parole, sur les slides, sur toutes les phases que j'ai expliquées tout à l'heure et je serai ravi de tenter d'y répondre. Donc l'interaction, autant que possible, c'est l'animateur qui doit gérer. Et il y a une chose assez importante. Lorsqu'on est dans une réunion un petit peu plus restreinte qu'aujourd'hui, où vous voulez prendre une décision, ou c'est une réunion d'équipe ou de collaboration ou autre, ça a toujours tendance à être dominé par, comment dire, ceux qui ont une grande bouche. Ceux qui parlent beaucoup, ceux qui sont très bavards, ceux qui respectent peut-être un petit peu moins le temps de parole des autres. On en connaît tous, n'est-ce pas? Et donc, il est important pour l'animateur de faire exprès de donner la parole et de solliciter la parole à ceux qui ne veulent pas interrompre les autres, ceux qui ne se mettent pas trop en avant, ceux qui, autrement, se laisseraient peut-être virtuellement marcher dessus par les autres. Donc, ne laissez pas les suspects habituels dominer la conversation. L'animateur doit solliciter activement la parole à tout le monde et surtout à ceux qui ne dominent pas la parole. Ça, c'est un rôle extrêmement important. Souvent, ce sont les personnes-là qui ont le plus de choses intéressantes à dire, en qualité plutôt qu'en quantité. Et puis, il y a la gestion du chat, du clavardage, parce qu'il peut y avoir la parole, il peut y avoir les discussions, mais il peut parfois, on a eu ce matin quelqu'un qui avait un problème avec son micro. Donc, il ne pouvait pas nous dire, excusez-moi, j'ai un problème avec mon micro, parce qu'on ne pouvait pas l'entendre. D'ailleurs, son vidéo ne marchait pas non plus, donc on ne pouvait pas le voir. Sinon, on aurait vu, mais on n'aurait pas entendu, mais on aurait pu voir quelque chose. Même pas. Heureusement, il y avait le clavardage et heureusement que j'avais un animateur qui était avec moi, comme Camille est là aujourd'hui, maintenant, pour attirer mon attention là-dessus et pour tenter de résoudre le problème, de recommander de redémarrer l'ordinateur, de revenir, de l'admettre à nouveau dans la réunion, sans déranger celui, moi en l'occurrence, qui était en train de parler. Donc l'animateur, c'est un rôle extrêmement important pour gérer l'interaction, pour gérer les participants pendant la réunion, même quand ils n'ont pas la parole. Ensuite, l'animateur a toujours besoin de garder en tête les objectifs qu'ils ont préparés en amont. Les objectifs de décision, d'action, de ressenti, de croyance. Ce sont les 4 catégories d'objectifs pour une réunion. Décision, action, ressenti, croyance. Il n'y en a pas d'autre. Si l'objectif de la réunion, c'est l'information, c'est que ce n'est pas un véritable objectif. L'objectif, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que vous voulez les informer? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire avec cette information? Ah, donc il y a une action. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de croire de différent grâce à cette information? Ah, donc il y a une croyance. Et l'information, c'est une manière d'atteindre son but. Ce n'est pas l'objectif en lui-même. Donc, décision, action, ressenti, croyance, ce sont les 4 objectifs possibles et donc l'animateur doit les garder en tête à tout moment pour faire en sorte qu'on réussit tous ces objectifs dans la mesure du possible pendant le temps imparti pour la réunion.
Et donc, quelqu'un a besoin de faire ça parce que tout le monde, enfin, ils vont aller un peu par là, ils vont divaguer un peu par là. Il faut quelqu'un pour faire en sorte qu'on reste sur le droit chemin ou qu'on revienne sur le droit chemin afin de réussir les objectifs de la réunion. Et puis, à la fin de la réunion, une conclusion est très importante. Et donc, c'est peut-être à l'animateur ou bien à quelqu'un nommé par l'animateur de faire une conclusion plutôt que de dire bon, bah, ok, bah, c'était bien, au revoir la semaine prochaine. C'est quelqu'un qui va dire donc, merci pour votre participation. Donc, je résume. Aujourd'hui, nous avons décidé que paf, 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 les actions attribuées sont donc X va faire ceci, Y va faire cela, etc. avant tel ou tel. Donc là, on détaille. On vérifie qu'on a bien compris, on détaille, voilà, oui, ça c'est l'issue de la réunion. Et puis après, par la suite de la réunion, on va le documenter. Mais cette conclusion est très importante. On explique les prochaines étapes. Comme ça, il n'y a aucun doute à la fin de la réunion. Oui, on sait exactement ce qui a été décidé, ce qui va se faire par la suite. Le résumé, dans une présentation, la conclusion, c'est la partie la plus importante. Dans une réunion, il faut quand même une bonne conclusion aussi. Ensuite, après, bah, il y a le fameux compte-rendu et puis le suivi des actions. Si on commence par le compte-rendu, ça n'a pas nécessairement besoin de prendre très très longtemps. On n'a pas besoin d'avoir ce qu'ils font dans le Parlement où il y a quelqu'un qui tape exactement tout ce qui est dit par tout le monde. Non, on a besoin d'expliquer qui a été là, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été décidé, quelles sont les actions par la suite. Encore une fois, dans une réunion d'équipe, on n'avait peut-être pas toujours besoin d'un compte-rendu. Parfois, c'est utile, ce n'est pas toujours nécessaire. Mais il faut quand même que cela explique clairement ce qui a été décidé par qui et ce qui va se faire par la suite. Et ainsi, ce compte-rendu, comme j'ai dit tout à l'heure, peut être envoyé non seulement aux participants, mais aussi à tous ceux qui sont intéressés par la réunion, mais qui n'avaient pas besoin d'y contribuer en tant que présentateur, en tant qu'expert pour donner un avis, en tant que décideur ou en tant qu'animateur. Il peut y avoir beaucoup, enfin, peut-être que pour 5 personnes qui étaient dans la réunion, il y a peut-être une vingtaine, voire plus, qui sont intéressés par ce qui a été décidé. Donc, il est important pour l'animateur d'envoyer ce compte-rendu à toutes ces personnes-là. Ainsi, ils vont prendre l'habitude que vous leur envoyez ce compte-rendu régulier. Ils ne vont pas sentir le besoin d'arriver dans la réunion et de passer 1 heure ou 2 heures de leur temps, ce qui ne devrait pas être nécessaire. Vous allez passer un peu de temps vous-même à écrire, peut-être une page qui explique tout. Mais franchement, ça, c'est une trace. C'est très important. Trop souvent, je vois que les gens ils disent ah ouais, bah, j'ai le PowerPoint, ça c'est la trace de ce qui a été fait dans la réunion. Non, le PowerPoint, c'est même pas une bonne trace parce que c'est censé être visuel, pas textuel. Deuxième chose, c'est que le PowerPoint, ça explique ce à quoi l'un des contributeurs a pensé avant la réunion. Ça n'explique pas ce qui a été dit ou décidé, quelles questions ont été posées, quelles réponses ont été données et quelles actions ont été accordées dans la réunion. Donc, un petit compte-rendu, 1 page, 2 pages maximum qui explique ce qui a été décidé, distribué à tous ceux qui sont intéressés, peu importe s'ils étaient là ou non. Et ainsi, vous allez avoir chacun moins de réunions dans votre emploi du temps. Vous allez pouvoir passer plus de temps à travailler et moins de temps à participer à des réunions juste pour ne pas être lésé, pour ne pas être en dehors de la boucle. Le compte-rendu, c'est un petit investissement par l'animateur qui fait gagner énormément de temps et d'efficacité à toute l'organisation. On a oublié de les faire. Dans les années 60, 70, on les faisait tout le temps. Là maintenant, on oublie. On a besoin de recommencer à le faire. Ensuite, le suivi des actions. Lorsque dans le compte-rendu, on explique voilà les actions, qui va faire ceci, ceci, après, il faut suivre ces actions pour faire en sorte que ce n'est pas juste des mots sur un papier, qu'il y a vraiment de l'action par la suite. Donc la responsabilité de l'animateur n'est pas terminée lorsque le compte-rendu a été envoyé. Il est important de suivre. J'ai vu trop de réunions, trop de conférences d'entreprise où ils décident de faire plein de choses et puis par la suite, bon, les mots étaient bien, mais les actions n'ont simplement pas suivi. Et 6 mois plus tard, ils se réunissent à nouveau et se disent ah oui, qu'est-ce qu'on a décidé la dernière fois? On devait faire quelque chose? Qu'est-ce qui a été? Ah bah rien n'a été fait. Ok, bon, on va recommencer.
Ça vous semble peut-être assez familier parce que ça se passe régulièrement. Non, le suivi des actions, c'est absolument critique et quelqu'un doit prendre cette responsabilité. C'est l'animateur de la réunion qui doit soit le faire lui-même ou bien faire en sorte que quelqu'un d'autre le fasse. Vous voyez, c'est une grande responsabilité d'être animateur de réunion, comme c'est une grande responsabilité d'être chef d'orchestre. Mais qui peut imaginer que le premier violon peut également être chef d'orchestre? Qui donc peut imaginer que c'est le patron ou la patronne de l'équipe qui peut également être l'animateur ou l'animatrice de la réunion? Souvent, il est mieux de laisser celui ou celle qui va parler le plus, qui va contribuer, qui va faire des présentations dans la réunion, cette personne-là n'est pas la meilleure personne pour être l'animateur. C'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui va pouvoir s'occuper de tout, donner la parole à tout le monde. Et c'est encore mieux si c'est quelqu'un qui, comme un chef d'orchestre, n'a pas d'instrument à jouer. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas à convaincre les autres de son point de vue. Si vous avez une réunion de discussion sur quelque chose et qu'il y a plusieurs personnes qui ont des avis tranchés sur la question et qu'il va falloir les réconcilier, il vaut mieux avoir un animateur qui n'a pas d'avis tranché ou qui est assez indépendant, qui ne va pas devoir tenter de convaincre les autres qu'il a raison et qu'eux, ils ont tort. Donc, il faut prendre quelqu'un d'indépendant dans l'organisation ou à l'externe. Moi, par exemple, je vois très bien, j'ai l'habitude d'animer des réunions, des conférences, des événements sur scène et autres. Là, maintenant, il n'y a plus de scène, il n'y a plus de conférences présentielles, mais il y a des réunions en ligne. Et je vois mes clients qui me disent ah, franchement, ce serait assez intéressant que tu arrives pour animer ces réunions. Non seulement tu connais la technologie, mais tu pourrais également faire en sorte que chacun ait son mot à dire et puis, tu ne vas pas froisser les gens en étant d'accord ou pas d'accord avec eux, parce que ce n'est pas le rôle de l'animateur d'être d'accord ou pas d'accord avec qui que ce soit. Donc, avoir quelqu'un d'indépendant qui n'est pas dans la direction et qui n'a pas de parti pris, franchement, ça n'a pas de prix. Donc, si on résume tout ça, je pense, Camille, qu'on est bien dans les temps, qu'on a laissé du temps pour les questions-réponses et donc on va bientôt ouvrir pour les questions. Si je résume le rôle de l'animation qui peut être une ou plusieurs personnes dans une réunion. Avant, c'est choisir la technologie, configurer la technologie qui va être la meilleure, la mieux adaptée pour les participants et pour réussir les objectifs de la réunion. C'est faire en sorte que les bons participants soient là, et que ceux qui sont intéressés mais pas essentiels pour la réunion peuvent donc être informés mais sans être présents. Ainsi, ce sera plus efficace pour tout le monde. Préparer les documents en amont, des documents qui seront envoyés en amont de la réunion, des documents qui seront partagés pendant la réunion peut-être, et des documents qui vont être partagés après la réunion, comme l'article qu'on va partager avec vous, qui sera en ligne sur notre site pour résumer les éléments clés de ce webinaire. Et puis, préparer des slides, si besoin, qui vont pouvoir capter et diriger l'attention des participants. Pendant la réunion, il faut gérer le temps, ne pas déborder, faire en sorte qu'on reste toujours sur le bon chemin. Il faut gérer l'interaction. Il faut faire en sorte que chacun qui a besoin de donner sa parole ait la possibilité de le faire. Il faut garder un œil sur les objectifs, tous les objectifs, que ce soit décision, action, ressenti ou croyance, et faire en sorte que la réunion ait toutes ses chances d'atteindre tous ses objectifs. Et puis, faire une conclusion, c'est donc très important pour résumer ce qui a été dit, ce qui a été décidé, et que si jamais il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, ben, ils ont la possibilité de le dire avant l'écriture du compte-rendu qui va venir par la suite, et de faire le suivi de ces actions. Est-ce que, si vous imaginez toutes les réunions qui se passent dans votre entreprise, là où vous travaillez, est-ce que chaque réunion a un animateur? Est-ce que chaque réunion a quelqu'un qui va faire toutes ces choses-là? Peut-être pas. Il est clair que c'est une révolution, mais il est clair également que c'est juste du bon sens. Pourquoi on ne le faisait pas avant? Donc ça, je vous recommande très fort de tenter ça, de tenter de suivre ceci du début à la fin sur ces 5 étapes. Ça nécessite peut-être un petit peu plus de temps de préparation, mais autant le faire une fois bien que d'avoir une réunion un peu ratée où on n'atteint pas les objectifs et puis
on a besoin d'organiser encore une réunion pour continuer et peut-être toujours pas atteindre les objectifs. Et en attendant, tous les projets sont retardés. Effet domino. Donc, autant le faire bien une fois. Et vous allez prendre l'habitude. Il ne faut pas nécessairement beaucoup plus de temps. Mais, comme disait Benjamin Franklin, si on rate la préparation, préparez-vous à rater. If you fail to prepare, prepare to fail, comme il disait en anglais. On va maintenant, je pense, Camille, ouvrir pour des questions. Et je vois qu'il y en a certaines aujourd'hui. Donc, Camille, à toi la parole, à toi de choisir les questions. Très bien, merci Phil. Donc, tu es parfaitement dans le temps. Il est 16h45, c'est parfait. Je pense qu'après ces 10 webinaires, on commence à être bien niveau timing. Donc, on a une question d'Hélène qui se rapporte donc, au document. C'est une question d'ailleurs à laquelle tu réponds dans l'article que je vais envoyer demain. Donc, Hélène nous demande, quand une réunion se rapporte à un document spécifique, est-ce que tu conseilles plutôt de l'envoyer en amont aux participants pour qu'ils le lisent ou alors, au risque d'avoir un petit temps mort, de le faire lire pendant la réunion? La question est excellente et c'est une question qui revient beaucoup. Donc, merci Hélène pour cette question. Je pense que la difficulté, et là, je vais citer un peu Jeff Bezos parce qu'il a beaucoup d'expérience dans les réunions, dans ce qui ne marche pas et dans ce qui marche bien. Il a dit que si on envoie le document en amont et on suppose que les personnes l'ont lu, ils vont arriver dans la réunion et on va leur demander est-ce que vous l'avez lu ou non, et personne qui ne va oser dire non, non, je ne l'ai pas lu. Donc, ils vont essayer de broder, d'improviser, de faire en sorte que, faire semblant de l'avoir compris, alors que ce n'est pas le cas. Et une mécompréhension ou une manque de compréhension, ça peut mener à des mauvaises décisions. Si jamais vous avez donc deux catégories de personnes en début de réunion, ceux qui ont lu le document et donc qui sont bien informés, ceux qui n'ont pas lu le document, qui sont mal informés, qui ne vont pas l'admettre, là, vous créez une difficulté. Et même si jamais il y a des gens qui l'ont lu et qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui ne l'ont pas lu, ils vont se dire bah, j'ai perdu mon temps, c'est irrespectueux, c'est pas bien, ça crée des tensions. Donc, soit on envoie le document en amont, et puis pendant la réunion, on leur donne du temps pour lire ou relire. Je pense que ce qu'ils font chez Amazon, ils donnent du temps de toute façon pour que tout le monde lise le document pour la première ou pour la deuxième fois. Et c'est très important. Est-ce que ça crée un temps mort? Oui, ça crée un temps mort. Mais il est important de pouvoir le faire. Moi, je recommande dans les réunions en ligne de le faire seulement avec un petit document, pas avec un truc de 6 pages, mais peut-être avec quelque chose sur une page. Et donc, on peut saucissonner les documents. On fait, bon, voilà une partie, prenez juste 4 minutes ou autre, 3-4 minutes pour le lire. OK, maintenant, on discute. Est-ce que vous avez des questions? Ensuite, prochaine partie, prochaine lecture. Et puis, OK, est-ce que vous avez des questions dessus? Qu'est-ce qu'on peut décider par la suite de ça? C'est mieux que de leur donner 6 pages d'un coup et d'attendre une demi-heure que tout le monde a tout lu. Un alternatif à ceci que je recommande très fort, et ça c'est petite astuce d'expérience, c'est si vous voulez vraiment qu'ils lisent le document en amont, donc l'animateur peut également envoyer une invitation supplémentaire. Une première invitation qui est pour la réunion elle-même, mais une autre invitation qui sera pour 15 minutes ou 30 minutes en amont de la réunion, où c'est juste temps de lecture. Et ainsi, vous bloquez le calendrier va leur rappeler, j'ai besoin de lire ce document en amont de la réunion. Et si vous faites ça régulièrement, ils vont se rendre compte que la lecture est indispensable parce que dans la réunion, il n'y a pas de présentation. S'ils n'ont pas lu dans le document, ils n'ont pas les infos. Ils n'ont même pas un semblant d'infos parce que la réunion, c'est juste dédié à la discussion sur la base de ce qu'ils ont déjà lu. Et ça marche extrêmement bien. Ils le font chez Amazon, ils le font chez LinkedIn. On a même implémenté ça à la Société Générale. Et comme quelqu'un à la Société Générale m'a dit, si nous, on peut le faire, n'importe qui peut le faire. J'espère que ça répond à votre question, Hélène. Ensuite, question suivante d'Emmanuel par rapport au compte-rendu. D'ailleurs, je veux bien entendre la réponse également à cette question. Quels sont pour toi les points clés d'un compte-rendu efficace? Donc, un compte-rendu efficace,
a toujours besoin de respecter enfin, au moins 2 des A, du triple A des documents que l'on commande. Ça veut dire, ça a besoin d'être autoporteur, accessible et puis agréable. Agréable, c'est un peu moins important s'il s'agit d'un document d'une ou deux pages qui est vraiment terre à terre, etc. Ce n'est pas exactement une propale commerciale. Mais autoporteur et accessible sont nécessaires. Autoporteur, ça veut dire que c'est quelque chose qui est compréhensible par ceux qui n'ont pas participé à la réunion. Ainsi, ce sera également compréhensible à ceux, 6 mois plus tard, qui reviennent, qui retombent dessus ou qui recherchent le compte-rendu pour voir ce qui a été décidé et qui ont totalement oublié qui a été là et ce qui a été dit. Donc, autoporteur, ça veut dire que ça explique qui était dans la réunion, qu'est-ce qui a été fait, discuté, dit dans la réunion et qu'est-ce qui a été décidé. Donc, du coup, c'est toujours bien quand il y a des éléments, pour ce que moi j'appelle un quart complet. Le contexte, ça c'est la situation qui a nécessité qu'on a eu besoin d'une réunion. Donc, pourquoi est-ce que cette réunion a eu lieu? Quel est le contexte? Ensuite, action. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait pendant cette réunion? Qu'est-ce qui a été décidé? Okay. Résultat, quelles sont les actions à la suite de la réunion? Qu'est-ce qui a été donc décidé? Qui va faire quoi à la suite de la réunion? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un quart entier, contexte, action, résultat. Si vous avez ça dans le document et que c'est accessible, ça veut dire pas trop long, pas 30 pages, mais idéalement 1 ou 2 pages. Ainsi, vous allez pouvoir faire un compte-rendu qui sera facile à lire, rapide à lire pour tout le monde. Et s'ils ont besoin de plus d'informations, ils peuvent toujours revenir vers vous pour avoir plus d'informations. J'espère qu'ainsi, ça répond à la question. Camille, je sais que ça t'intéressait aussi. Est-ce que ça répond à ta question? Ça y répond. Merci beaucoup. Parfait, parfait. J'espère que ça répond également donc à la Oui, question d'Emmanuel. Emmanuel nous dit oui. Alors ensuite, Parfait. une précision demandée par Céline et je pense que sur cette question, tu pourrais y passer quelques heures puisque ça concerne une méthodologie Ideas on Stage. Donc Céline nous demande de préciser les objectifs, ressentis, croyances, Très bien. etc., dont tu as parlé un petit peu. OK. Donc ça, c'est un élément que nous n'avons pas abordé dans ces webinaires. C'est ce qu'on aborde dans les exercices dans le cours de Virtual Meeting Revolution ou la révolution des présentations. Donc, on n'a pas tout dans ces webinaires, forcément. On ne donne pas tout notre meilleur contenu gratuitement quand même. On donne la plupart, mais pas nécessairement tout. Donc, par exemple, ce matin, on a fait un exercice avec un groupe dans ce cours-là où je leur ai dit, d'accord, vous avez besoin d'obtenir l'accord de votre direction pour un délai supplémentaire de 2 mois pour votre projet. Donc, quel est l'objectif de cette réunion? À premier abord, c'est une décision, accepter le report enfin, le délai supplémentaire de 2 mois pour le projet. Ça, c'est une décision. OK. Est-ce qu'il y a aussi des actions qui ont besoin d'être décidées ou qui ont besoin d'être accordées à la suite de cette réunion? Oui, en effet, il y en a. Donc les actions, c'est reprogrammer tout le calendrier par la suite, ce qui a un effet sur plusieurs personnes. Communiquer sur non seulement le retard, mais les raisons derrière le retard, pour ne pas froisser les gens, pour qu'ils acceptent plus facilement. Est-ce qu'il y a un ressenti nécessaire? Imaginez, vous êtes devant votre COMEX et vous leur dites, bon, ça fait 3 mois qu'on bosse là-dessus, on devait avoir terminé dans quelques semaines, maintenant on a besoin de 2 mois supplémentaires. Le ressenti par défaut, ça va être, ils vont être dégoûtés, ils vont être en colère, ils vont avoir l'impression que vous avez perdu du temps. Donc, il y aurait un ressenti négatif et il y aurait une croyance que cette équipe est nulle, ils ont perdu, ils ont gaspillé leur temps et notre argent, ils sont de nulle part, ils sont malmenés, etc. Ça, ce serait la croyance par défaut, sauf si vous vous mettez un objectif qui croit, après la réunion, que le retard a été inévitable, que ce n'était pas du tout leur faute et qu'il est beaucoup mieux de privilégier la qualité que la vitesse et de privilégier donc un ressenti qui est OK, on est confortable, on est heureux qu'on a pris la bonne décision, on est rassuré. Donc, ce sont des émotions, les ressentis, hein, rassuré par rapport à cette équipe de projet qui
semble maîtrisé malgré les situations de confinement difficiles, par exemple. Donc, pensez non seulement aux décisions qui sont nécessaires, mais des actions qui ont besoin de suivre, du ressenti des participants dans la réunion. Si vous ne vous occupez pas du ressenti des participants, eux, ils risquent de ressentir quelque chose que vous ne voudrez pas qu'ils ressentent sur vous. Et ensuite, les croyances. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de croire après la réunion afin de ressentir ce que vous voulez qu'ils ressentent et de donner leur accord pour les décisions, pour les actions nécessaires. Donc, vous avez, dans toutes les réunions, il n'y a pas nécessairement de ressenti ou de croyance. Si vous faites une réunion d'équipe régulière, juste pour voir, pour prendre la température, pour voir comment est-ce qu'ils vont pendant le confinement, nous on le fait régulièrement, juste pour voir comment vont les enfants, etc. Bah là, il n'y a pas de décision nécessaire, il n'y a pas d'action par la suite, mais l'objectif, ce serait un ressenti qui se sentent membres d'une communauté, qui se sentent connectés malgré ce confinement, qui se sentent confinés peut-être, mais pas isolés. Donc il y a un ressenti qui serait même l'objectif de cette réunion-là. Donc ça fait DARC, ça fait décision, action, ressenti, croyance. Vous allez avoir au moins un de ces objectifs et peut-être même plusieurs. Pour d'autres infos, bah, je vous recommande de suivre le cours. Alors, on avait une question de Franck, par rapport aux documents que tu peux envoyer pendant une réunion pour que les gens les lisent. Alors, quand tu envoies un seul document, à lire, c'est assez simple. En revanche, quand tu le sépares en différents silos, comment est-ce que tu fais pour ponctuer un petit peu la réunion de ces différents documents? D'accord. Comment on fait pour le faire? Bah, on peut même utiliser Zoom, par exemple, ou d'autres solutions pour le faire. Donc, il est tout à fait possible pour moi de vous envoyer un document maintenant que vous allez voir apparaître dans le chat. Vous allez voir qu'il est très facile de partager un document. Ainsi, vous leur demandez de le lire et laissez un peu le temps. Dites-leur, vous avez 5 minutes pour lire ce document et après, on va ouvrir et on va en discuter. Et franchement, si les gens prennent l'habitude de le faire, ça marche extrêmement bien. Est-ce que nous avons des dernières questions? Non, on n'avait pas d'autres questions. Pour l'instant, non, rien d'autre. Je relisais, on nous demandait qui était l'intervenant qui, sur la voix, donc c'était Michael. Donc j'ai donné le nom. C'est Michael Rickwood, qui est notre expert en art oratoire, qui a donné le webinaire il y a 2 ou 3 semaines. Voilà, sur la façon de dynamiser un peu les réunions, que ce soit physique ou virtuel, avec la voix et les gestes. Donc vous retrouverez également ce webinaire en replay dans le mail de demain. Tant mieux, bah, excellent. Merci beaucoup Camille et merci à vous tous pour vos commentaires, pour vos questions, pour votre participation. Et donc, j'espère que le document qu'on va vous envoyer va être utile. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'en savoir plus sur les réunions en ligne, on propose ceci dans un module, pas forcément de webinaire, on le fait, mais surtout en cours interactif avec plein d'exercices en plusieurs modules en ligne. On serait ravis de pouvoir faire ceci pour vous, pour votre entreprise. On voit que c'est très populaire en ce moment et franchement, nous en avons tous besoin. Donc, merci à vous. On serait ravis de vous retrouver pour un cours de Virtual Meeting Revolution, pour d'autres webinaires peut-être par la suite, pour des cours de présentation ou pour du coaching ou peut-être, pourquoi pas, pour un événement. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que pour vous, ça a été donc un webinaire utile, une série de webinaires utiles. Merci à Camille, merci à chacun d'entre vous et je l'espère en ligne ou en personne. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.